Bonjour à tous. Merci beaucoup Jean-Pierre pour ton introduction et vraiment au comité Laïcité République pour cette invitation. Le comité Laïcité République incarne une notion qui m'est extrêmement chère, je pense, en crise, si ce n'est en voie de disparition actuelle dans le domaine des sciences humaines, c'est la clarté. J'ai souvent le regret, je vais un petit peu vous en parler, j'espère un peu sur le mode de l'humour pour vous dérider un petit peu, mais l'une des grandes maladies aujourd'hui, je pense, dont souffrent les humanités, que l'on appelle aussi les sciences humaines le plus souvent en France, c'est la confusion, ce que j'appelle aussi une sorte de dandisme épistémologique, qui revient à dire une chose et son contraire, et qui détruit complètement les cadres de la pensée. Alors, j'ai plus l'habitude de parler de culture, puisque c'est mon objet de réflexion. Aujourd'hui, c'est un exercice un peu méta, et donc auquel je suis moins habituée, c'est le témoignage, et c'est de me centrer sur l'université, ma propre pratique d'universitaire. Et donc j'ai essayé, je vais vous faire un petit peu brièvement, parce que les péripéties en sont extrêmement nombreuses, de vous faire le feuilleton ou la bande dessinée de mes dernières aventures de ces 2 dernières années, depuis 2017. Je vais aussi essayer un petit peu de conceptualiser en même temps. Je vais vous présenter ces éléments. Et la première chose que je voudrais avancer, c'est un terme qui me semble utile au débat, qui peut expliquer aussi certaines de nos limites dans le milieu universitaire pour lutter contre les dérives que Laurent Bouvet s'est employé à pointer et dont il a brossé le paysage. Nous avons un terme qui nous est cher, mais je pense qu'il devient assez urgent de questionner, c'est celui de la collégialité. La collégialité est quelque chose d'assez sacré dans le milieu universitaire. C'est quelque chose qui a des très bons côtés, bien entendu, qui règle des usages démocratiques, égalitaires dans la communauté scientifique. Mais c'est aussi un mode d'être qui, bien souvent, nous empêche de nommer, nous empêche de critiquer, de manière peut-être un peu plus polémique et un peu plus précise et claire, des positions qui nous sembleraient tout simplement extrêmement dangereuses. Dans mon ouvrage que Jean-Pierre a nommé qui est une sorte de paysage de la culture d'aujourd'hui, je parle d'académisme anticulturel. Aujourd'hui, nous avons affaire à une université que l'on pourrait dire anti-universitaire, à une république parfois anti-républicaine. Comme Laurent l'a souligné, l'appropriation culturelle, qui vient de la French Theory, est elle-même une appropriation culturelle. En fait, ce que je veux cibler par là, le post-marxisme, en général, est pro-globalisation, ce que M. Coutel aussi a rappelé. En fait, ce que je veux rappeler par la multiplication de ces paradoxes, qu'on pourrait encore étendre, c'est aussi, avec la multiplication de ces paradoxes, la multiplication de la perversion, tout simplement de la perversion, et des injonctions paradoxales. J'ai un exemple en tête, je vais venir au cas concret, d'un colloque récent sur la Syrie, qui a été donné dans mon université par une collègue spécialiste d'études postcoloniales, et où l'on nous expliquait que l'intervention française en Syrie serait une action complètement néocoloniale, mais que la non-intervention serait une action complètement néocoloniale. Donc, si vous voulez, cette multiplication des injonctions paradoxales est quelque chose de très grave. En théorie de la communication, ça produit tout simplement de la violence. Ça produit, et ce sont bien entendu des méthodes totalitaires. Donc, universalisme confondu avec globalisation, humanitarisme avec humanisme. Le terme d'idiot utile me semble extrêmement intéressant pour parler de l'université, puisqu'il a l'avantage de lever le masque sur des gens qui se prétendent sachants et qui se prétendent
intelligents et qui se prétendent aussi complètement émancipés et non utilitaristes, alors qu'ils sont bien entendu utilisés. C'est donc une bonne expression. J'aime beaucoup aussi celle du juge pénitent, que l'on retrouve bien entendu dans La Chute, à travers le personnage de Clamence, et qui est aussi, avec le rebellocrate de Philippe Muret, une bonne manière pour cibler, pour essayer de comprendre comment, souvent par opportunisme critique, mais parfois aussi par conviction, le pouvoir et la pensée dominante aujourd'hui est occupé de manière perverse, alors par cette idéologie qui précisément ne fait que clamer l'émancipation et qui en est bien entendu tout le contraire. Alors sur le plan plus personnel, je voudrais aussi très rapidement dire que ces dernières années, donc, qui ont été un petit peu celles de ma propre prise de conscience de ce problème latent dans le monde de la culture et à l'université, c'est aussi le problème de la formation que j'ai reçue. J'ai une formation très académique qu'a rappelé un petit peu Jean-Pierre. J'ai été, mes formateurs, que ce soit à l'université ou à l'ENS, étaient bien entendu imprégnés de cette idéologie. Je pense beaucoup plus que les générations précédentes, et je pense que les générations qui me suivent aujourd'hui à l'ENS sont encore plus sous l'emprise de cette idéologie-là. Donc c'est véritablement un travail, moi, de désidéologisation, de désapprentissage que j'ai dû faire pour essayer un petit peu de changer de lunettes et de changer de perspective et de me réapproprier, les tenants et aboutissants de l'exercice de ma propre profession. Monsieur Coutel, vous parliez un petit... Bon, vous aviez une note positive en disant « on va y arriver ». Je ne sais pas si on va y arriver, mais en tout cas, faire cette démarche de clarification me semble une démarche totalement qui va à l'envers de la dépression, et là je parle presque en termes cliniques, dont sont, j'ai envie de dire presque victimes, mais comme chez Baudelaire, bourreaux d'eux-mêmes, hein, c'est la figure du bourreau de soi-même, les collègues qui piétinent et pataugent dans ces postures d'autoflagellation et qui, bien souvent, sombrent en dépression. Donc je voudrais aussi défendre le côté non dépressiogène de cette prise de conscience. Les sciences humaines sont sous l'emprise d'un relativisme cognitif et d'un anti-cartésianisme extrêmement grave. Aujourd'hui, il me semble très important de défendre une approche cartésienne des sciences humaines. Descartes a fait un geste très fort qui lui a permis de sortir du relativisme baroque. Nous devons sortir du relativisme postmoderne qui s'apparente à cette espèce de relativisme, de ce cauchemar pour lequel donc, Descartes a trouvé des solutions de pensée. Et pour résumer ce relativisme cauchemardesque, je voudrais citer Éric Fassin, donc ici à propos du genre, je le cite, le sexe est une catégorie du savoir et non de la réalité elle-même. D'ailleurs, il faudrait presque le versifier. D'ailleurs, inscrit dans l'état civil, n'est-il pas institué par l'État ? Ce scientisme des sciences humaines consiste à penser que l'humanisme doit produire de la vérité et n'est plus un rapport complexifié, ce qui est la définition originelle de l'humanisme, à la langue. Aujourd'hui, les attaques contre la langue, en particulier le plus visible, c'est l'écriture inclusive. Laurent n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, toute la communication à l'intérieur des universités se fait par l'écriture inclusive. Ce n'est pas du tout quelque chose que l'on doit minorer, c'est extrêmement grave pour énormément de raisons, mais ne serait-ce que parce que c'est une conception totalement cybernétique et anti-humaniste de la langue qui revient à concevoir le langage comme une entreprise de formatage des pensées, ce qui est aussi le postcolonialisme, puisque le postcolonialisme, selon Édouard Saïd, revient à dire que grâce aux représentations, on pourrait rééduquer, et à l'art, on pourrait rééduquer contre et construire l'homme sans préjugés, rééduquer les esprits et rééduquer les cerveaux. Voici donc le feuilleton que je vous ai promis. 3 micros à faire qui ont fait exploser mon quota annuel de 50 lecteurs. La première affaire remonte à 2017. Il s'agit d'une pièce de théâtre, donc ça fait le joint entre culture et université,
que j'ai critiqué d'abord dans une tribune, ensuite dans une revue de philosophie de rang A, une pièce sur Mohamed Merah, que je ne vais pas développer, mais qui transforme le bourreau en victime et qui, c'est même pas marginalise, oblitère totalement l'endoctrinement idéologique et l'antisémitisme de Merah, en le transformant en une sorte de mangeur de pizza, je cite, élève doué, je cite, s'arrêtant par hasard devant une synagogue. J'ai donc décidé, je venais de rencontrer les travaux du Printemps républicain, par exemple. J'avais été au fait de l'affaire Kamel Daoud, qui m'a fortement, je dois dire, secouée. J'ai vécu 15 ans en Seine-Saint-Denis. J'y ai enseigné également. Je pense aussi que c'est un élément de ma prise de conscience, puisqu'il y a assez peu d'universitaires qui connaissent le terrain de la Seine-Saint-Denis. Qui sont beaucoup à le fantasmer, mais très peu à le connaître de fait, c'est-à-dire à y avoir vécu et encore moins à y avoir enseigné. Alors, cette prise de position qui s'est faite sur un terrain académique et pas uniquement médiatique, puisque j'ai travaillé de manière très minutieuse sur cette pièce, s'est accompagnée alors d'une sorte de silence assez sidéré du milieu universitaire, et des premières menaces que j'ai pu recevoir sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à essayer d'alerter certains de mes collègues. J'appartenais à une revue dont je suis cofondatrice qui s'appelle Taêtre, qui est une revue scientifique sur le théâtre. Et j'ai commencé à alerter le comité de rédaction de cette revue sur la montée de cette idéologie indigéniste dans les arts, étant donné que je voyais bien que mes collègues étaient très fortement tentés par opportunisme critique de leur tendre une perche et de leur offrir des espaces dans cette revue. J'ai d'abord essayé donc sur ce terrain-là de faire un travail, on va dire, pédagogique, en faisant état donc de ce que cette affaire Merah dans le domaine des arts révélait, c'est-à-dire tout un circuit en fait de financement biaisé de la culture, tout un discours indigéniste et avec une sorte de complaisance islamiste qui se mettait en place. Alors évidemment, j'ai reçu non seulement une fin de non-recevoir, mais j'ai dû quitter le comité de rédaction de cette revue par conviction, parce que mais tout simplement parce que je voyais que ce travail était absolument impossible et se heurtait à des murs. Quelques mois après avoir été assisté à l'adaptation que Gérald Dumont a fait du texte de Charb, Lettres aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes, au festival Off d'Avignon, donc il y a une lecture spectacle. J'étais conseillère artistique de la présidence dans mon université, Paris Diderot. J'ai décidé donc de soutenir et d'inviter ce spectacle qui jusqu'ici à l'université Paris Diderot, qui jusqu'ici n'était jamais parvenu à être joué dans une université et qui avait connu de nombreux déboires, notamment à l'université de Lille 2, j'ai oublié Lille 3, merci Jean-Pierre. Évidemment, maintenant c'est rétrospectif, mais j'étais encore assez surprise à l'époque de voir la violence que cela a soulevé. Alors évidemment, il y a eu des syndicats, Solidaires Sud, qui a manifesté, qui m'a traité de raciste, ainsi que le vice-président culture, par voie de presse, donc il y a eu de la diffamation. La chose s'est doublée aussi par un soutien plus tacite d'une UMR de mon université, qui est l'UMR de sociologie, qui s'appelle l'URMIS, et qui a participé à cette cabale, notamment par la voix de professeurs, mais aussi par la voix de doctorants extrêmement actifs. Je dirais que dans mon université, il y a plusieurs organisations qui défendent les points de vue indigénistes et décoloniaux. Rokhaya Diallo est une invitée récurrente de l'URMIS. On pense donc à la sociologie, mais il y a aussi la philosophie qui est fortement impactée. Je n'aime pas contaminer, je vous le dis, parce que c'est souvent le mot utilisé par Françoise Vergès et qu'il y a un biais biologique dans ce mot-là.
en tout cas impacté. Et les études anglo-saxonnes aussi qui ouvrent un boulevard à voies multiples pour l'intersectionnalité. Alors l'intersectionnalité, c'est Laurent Bouvet l'a mentionné. Sur le plan scientifique, c'est une idéologie qui a d'ailleurs, du point de vue militant, qui peut revêtir un intérêt, hein, mais sur le plan scientifique, qui est totalement anti-scientifique, hein, et qui multiplie les angles morts, puisque le principe de l'intersectionnalité, c'est de ne pas critiquer son compagnon de route. Hein. Donc Françoise Vergès, elle va s'acharner sur Roman Polanski, mais elle va au contraire inviter Tariq Ramadan. Hein. Bon, pas l'inviter, j'exagère un peu, mais en tout cas le considérer comme bienvenu lors d'une de ses conférences féministes et signer sa pétition de soutien. Après cette affaire Mohamed Merah, après l'affaire Charb, il y a eu une altercation numérique avec le porte-parole de l'association Décoloniser les Arts, que j'ai eu le malheur de comparer à un sauveur de bébés phoques, par référence au livre d'André Versailles, Les musulmans ne sont pas des bébés phoques. Qui a été assimilé, je pense... alors, c'est très je ne vais pas lui faire je ne vais pas entrer dans les intentions de ce porte-parole de Décoloniser les Arts, donc à une attaque homophobe qui aujourd'hui, je pense, est totalement... Enfin, selon mon avocat, il s'agirait d'une fausse plainte et tout simplement... J'ai toujours pas été convoquée, hein, et tout simplement d'une cabale de diffamation qui a pris des proportions assez considérables, puisque j'ai reçu quantité de menaces de mort. Mais cela a été quand même le moins effrayant, puisque le plus effrayant a été du domaine à la fois de l'emprise de ces attaques institutionnelles, à la fois dans la culture, le ministère de la Culture... alors se défendant de prendre parti, hein, mais m'a conseillé de ne plus siéger dans les commissions dans lesquelles... évidemment, je n'ai commis aucune faute professionnelle, donc il ne pouvait pas m'évincer, mais de ne plus siéger le temps que ça se calme. Alors, je leur ai dit, comme c'était un conseil au début, j'ai dit merci pour ce conseil, mais je vais donc m'empresser de ne pas le suivre. Alors j'ai compris que ce n'était pas un conseil, mais c'était une injonction. Et après quoi, donc, j'ai démissionné de ces commissions. Sur le terrain universitaire, il y a eu des appels anonymes et des écrits anonymes aussi envoyés à la DRAC. Il y a eu des appels anonymes et des écrits anonymes envoyés à mes collègues, envoyés à mes étudiants également, qui ont été contactés. Bon, cela n'a pas eu de répercussions et il se trouve que je n'ai pas de... Je suis difficilement suspecte que ce soit... Alors, j'étais accusée de racisme, homophobie. Et, enfin, il suffit de lire. J'ai fait ma thèse et j'ai contribué à la publication, à la reconnaissance d'un auteur qui mettait en scène sa propre homosexualité. C'est assez difficile quand même, dans mes travaux, de me soupçonner de quoi que ce soit sur ce terrain-là. Mais il y a quand même eu des tentatives sur le terrain universitaire, donc des collègues dans ma discipline, Congrès européen d'études théâtrales, une collègue qui est venue en service commandé alors que j'interviewais un artiste qui nous a interrompus, qui s'est mise à hurler, accompagnée de son service commandé, qui a transformé le Congrès en chambre d'écho de cette affaire numérique. Au final, je pense que cela a plus nui à son image qu'à la mienne, mais c'est pour vous dire un petit peu la violence des attaques auxquelles on s'expose. Et j'avais reçu tellement de menaces de mort à l'époque de ce congrès que j'y suis allée avec un ami un peu armoire à glace, parce que je suis plutôt d'un naturel téméraire, mais là, ça commençait quand même à faire un petit peu trop. Évidemment, Décoloniser les Arts ne manque pas une occasion pour me faire siffler dans ses meetings à la colonie Barré, dirigée par Kader Attia, qui compare les scènes de décapitation de Daesh à des citations de Jérôme, des peintures coloniales de Jérôme et de Delacroix. Alors, l'affaire des suppliantes, ou de Kanata puis des suppliantes,
a vu légèrement le vent tourner. Alors qu'il n'y avait aucune réaction dans le monde culturel et universitaire, les suppliantes ont marqué une sorte quand même de coup d'arrêt timide à cette espèce de plus-value permanente au décolonialisme, au juge pénitent, au bourreau de soi-même, etc. Mais de fort courte durée, les collègues décoloniaux se sont empressés de revenir sur une ligne type cran juste après la condamnation de la Ligue de la LDNA. Sans le nommer, je citerai un collègue pour que vous entendiez la manière dont fonctionne l'endoctrinement universitaire. Je ne vais pas le nommer, c'est un tweet. Ce collègue est connu, par exemple, il milite pour le déblanchissement de l'université, je le cite. Ce n'est pas du tout le plus radical, je tiens à le préciser. Il a pris parti contre la Ligue de défense, la LDNA, au moment des suppliantes. Résultat, ces étudiants, préalablement bien endoctrinés, n'ont pas compris. Ils se sont donc retournés contre lui de manière extrêmement agressive. Et je le cite, ce collègue, qui ne comprend pas le phénomène de l'arroseur arrosé, évidemment apprécie aussi la componction. Je respecte la colère de mes étudiants devant le racisme persistant. Mais c'est très grave de ne pouvoir exprimer une opinion nuancée sans être jeté en pâture ou se voir suggérer que l'on ne devrait pas avoir le droit d'enseigner. Évidemment, ces étudiants lui ont dit, bon, en fait, si tu défends Philippe Brunet et les suppliants, tu es un raciste, dégage. Ce qui m'est arrivé ces derniers jours. Voilà, donc on entend énormément de choses dans cette espèce d'incompréhension, je pense, un tout petit peu posée de ce collègue. On entend bien entendu l'endoctrinement et la constitution actuelle d'un fascisme étudiant. Pour vous donner, je vous laisse le soin d'appliquer ça à des sujets plus brûlants. Mais lorsque je dis à mes étudiants que l'écriture inclusive n'est pas dans les grammaires françaises et que donc elle n'est pas bienvenue dans les copies, c'est comme si je venais d'affirmer mon soutien à, je sais pas, à Marion Maréchal Le Pen ou quelque chose comme ça. On regarde de cette manière-là. Voilà. Donc, évidemment, c'est très problématique et l'on voit bien que si l'écriture inclusive devient à ce point un sujet délicat avec les étudiants, on imagine bien qu'il y a donc toute une série de sujets totalement exclus. Alors, je voudrais juste ouvrir sur quelques pistes. Comme je l'ai dit souvent, notre meilleure espérance, c'est la lâcheté, tant du milieu universitaire que du milieu culturel. C'est un peu cruel à dire, mais une fois que le politique aura repris ses responsabilités et donnera des signaux dans le sens correct où doit aller la République, là, le gros des troupes suivront. C'est la méthode cartésienne du pas après pas. C'est la restauration, Laurent en a un petit peu parlé, quand même de la position du maître à l'université. Par exemple, on peut aussi citer le fait que tous les CM sont transformés en TD, et en sorte d'atelier, de discussion, d'exposé avec les étudiants. Alors, c'est moins payé, ça c'est l'avantage gestionnaire, et puis c'est une sorte de mise en place de relativisme des paroles, il faut plus de CM, encadrement de la recherche et des sujets de thèse qui devraient être évalués par des instances non impactées, peut-être de nouvelles instances. Aujourd'hui, on voit se multiplier des sujets de thèse auto-centrés. Moi, ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est vous ne faites pas une thèse qui soit en lien ou que vous pensez en lien avec votre identité. Donc, ce n'est pas un sujet de thèse. Vous n'allez pas faire une thèse sur la littérature afro-caribéenne si vous êtes de cette origine. Vous ne parlez des femmes et exclusivement des femmes quand vous êtes une femme. Faites attention. Et continuer à faire de la recherche. Laurent Bouvet est aussi un chercheur. Stéphane Dorin, dont j'ai lu avec grand plaisir l'ouvrage qu'il m'a offert sur le Velvet Underground, que je vous recommande. C'est un livre absolument formidable. Donc c'est aussi ce que nous avons à faire, loin de ces
peu remugle, parfois difficile à vivre. Merci Jean.